Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur KTV. À la une de ce lundi 26 août, la visite de la ministre des Outre-mer et de la porte-parole du gouvernement. Arrivés avec près de 2 heures de retard, Annick Girardin et Sibeth Ndiaye ont entamé leur visite officielle séparément. Pour la première nommée, la matinée a été consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine. Cet après-midi, la MOM a fait le point sur le volcan, les séismes et le risque de tsunami. Le point dans ce sujet, signé Paul-Arthur Avit. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée ce matin avec 1h30 de retard sur l'île aux parfums. Elle a pu commencer son programme par la visite et la présentation des moyens du Pralic, l'occasion de faire le point sur les avancées des moyens de lutte contre l'immigration clandestine et les actions mises en place. Les actions qu'on mène déjà depuis 1 an et demi, nous avons décidé de les renforcer avec plusieurs décisions. D'abord, une meilleure coordination et organisation de notre action en mer, puisque là, on est sur l'action en mer. Et pour effectivement que cette action en mer, au-delà de la coordination, soit au niveau, il fallait renforcer encore nos équipes. Donc c'est 22 personnes supplémentaires qui arriveront, c'est 12 pour la PAF, c'est 10 pour la gendarmerie. C'est des intercepteurs en plus grand nombre, on va passer de 5 à 8. Et donc on pourra être véritablement 24 sur 24 en mer sur des opérations effectivement de surveillance et intercepter les kwassa-kwassa qui effectivement voudraient arriver sur les côtes de Mayotte. La ministre des Outre-mer a ensuite poursuivi sa visite en se rendant dans le quartier de Doujani, où elle a pu se rendre compte des nouveaux logements sociaux au bénéfice des personnes les plus défavorisées. Les destinataires de ce type de structure sont les Mahorais à faible ressources et l'ensemble des personnes vivant aujourd'hui dans des bangas. C'est aussi l'histoire, vous savez, d'opérations à tiroir. Si on veut faire, et il n'y en aura plus, et je m'y engage, supprimer l'ensemble des bangas sur le territoire de Mayotte, il faut pouvoir proposer autre chose. Et la question des opérations à tiroir, c'est aussi de dire ces populations, elles sont déplacées dans des types d'hébergements plus sécuritaires. Il y a ceux qui sont effectivement reconduits parce qu'ils n'ont pas à être sur le territoire de Mayotte. Et puis il y a ceux qui peuvent y rester et qui doivent pouvoir vivre dans des conditions décentes, qu'ils soient mahorais ou qu'ils soient étrangers en situation légale. Elle a ensuite repris sa visite en milieu d'après-midi en se rendant à la Chambre des commerces et de l'industrie pour rencontrer les volontaires que l'agence française parasismique forme au risque dû à l'apparition du volcan au large de Mayotte. Un moyen de refaire le point sur les moyens de prévention des risques pour prévenir et assurer la sécurité des Mahorais. Ma priorité, en dehors des recherches scientifiques qui doivent continuer, et notamment en septembre, pour nous apporter des réponses précises sur ces risques et le niveau de risque, ma réponse à moi, c'est comment on anticipe davantage, comment on informe davantage et comment on protège davantage les populations mahoraises. Et ça, c'est la priorité des priorités, c'est celle du préfet. Et pour cela, on a travaillé avec les équipes de la sécurité civile, déjà depuis un certain nombre de semaines, pour proposer un plan en 80 mesures. Il y a 11 mesures aujourd'hui qui sont effectives. Des mesures qui concernent la sensibilisation et le développement de la protection des populations, l'amélioration de la prévention ou le renforcement des capacités de secours. Elle continuera son tour de Mayotte demain en rencontrant les différents acteurs contribuant au bon déroulement de la rentrée scolaire sur Mayotte. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Fatiou Ibrahim, l'un des membres du collectif des citoyens de Mayotte. Fatiou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez pu rencontrer la ministre ce matin, vous êtes allé au devant d'elle. Ça ne s'est pas très bien passé. Vous n'avez pas souhaité lui serrer la main, elle a été offusquée. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous l'avez prémédité ou vraiment, quand vous êtes présenté devant elle, vous n'avez pas eu cette envie, vous aviez de la rancœur envers la ministre? Eh bien, écoutez, nous avons, au collectif des citoyens de Mayotte, nous avons l'habitude de dire que ici, Mayotte, c'est un territoire où il y a des Français qui habitent ici et que ces Français-là méritent tous les égards aussi, au même titre que les Français qui vivent en métropole et dans les autres DOM. En principe, même si nous voyons que toutes les actions qui sont menées tendent à confirmer cet adage de la sous-France, comme étant ce qui qualifierait au mieux Mayotte par rapport aux politiques publiques qui y sont menées. Mais nous considérons, parce que la loi reconnaît notre égalité par rapport aux autres citoyens, alors nous exigeons que cette égalité soit réelle et immédiate, parce qu'on ne peut pas, le gouvernement ne peut pas soutenir que vous serez égaux, les égaux de vos concitoyens dans 30 ans. Ce n'est pas soutenable, c'est totalement illégal. C'était de la symbolique. Et quand on a
une ministre qui vient, il y a un mois, de vendre le territoire de Mayotte à un État comorien, à l'État étranger, on ne peut pas. On a eu des élus locaux qui ont fait une accolade à des ministres comoriens, à des élus comoriens qui passent leur temps à insulter la population mahoraise parce qu'ils ne reconnaissent pas leur choix qui a été fait de manière démocratique. Ce sont des choses extrêmement graves parce que ça enlève tout le sens du combat de Mayotte, ça enlève tout le sens de ce pourquoi beaucoup de gens se sont sacrifiés ici, ont donné de leur vie, effectivement, pour que nous soyons ce que nous sommes, ce que nous tendons à être. Et donc, pour en finir sur cette question, quand on a Madame la Ministre ainsi que l'État, ce qu'il fait actuellement, l'orientation qu'ils prennent par rapport au débat de Mayotte et des Comores, c'est de vendre l'île. Ils ne respectent pas la volonté mahoraise, ils ne respectent pas les Français de Mayotte. Et donc, on ne peut pas applaudir ça. Vous parlez de l'accord cadre. Exactement. Pour vous, il n'est pas à la hauteur. Vous n'y croyez pas? Est-ce que c'est pas possible que pour une fois, l'Union des Comores et son président soient, on va dire, francs et soient dans une démarche où ils veulent vraiment? Vous n'y croyez pas? Pour vous, c'est impossible. Nous n'y croyons pas du tout. Ça se serait su si les Comores pouvaient tenir. C'est pas le premier accord à être signé. Il y a eu des tas d'accords qui ont été signés auparavant. Rien n'a été respecté. Alors nous attendons de voir. S'ils nous montrent qu'on a eu tort, on reconnaîtra qu'on a eu tort. Toutefois, de par le passé, ça s'est déjà fait et il ne respecte jamais rien. D'autant plus que le président lui-même, son ministre des Affaires étrangères va signer l'accord cadre le 22 juillet et le soir même, lors de l'interview, ils vont déclarer, oui, non mais devant le président Macron, c'est même pas au soir. À la suite de la signature, il déclare à l'Élysée que de toute façon, Mayotte est comorienne pour eux. Donc c'est une insulte envers la France, c'est une insulte envers la population de Mayotte, c'est une insulte envers cette île. Qu'est-ce que vous attendez de l'État français par rapport à l'Union des Comores? Alors nous... Parfois, on se pose la question parce que c'est vrai que beaucoup parlent d'accord. Vous refusez en bloc cet accord, mais que faut-il faire? Alors, nous sommes en France. Nous sommes français, nous attendons, je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, nous attendons que la France, que l'État fasse plus d'État ici, comme elle s'y était engagée, Madame la Ministre elle-même. Lorsqu'elle est venue pour la première fois au mois de mars 2018, elle nous a semblé ébahis. Elle a dit elle-même qu'effectivement, elle comprend, par rapport à ce qui se passe ici, c'est normal que les Mahorais réagissent comme nous réagissons. Toutefois, par la suite, elle s'est empêtrée dans des histoires de communication, croyant pouvoir régler les problèmes de Mayotte avec la communication. Donc, ce que nous demandons au final, c'est tout simplement que on tient compte de cette réalité, de la souffrance des Mahorais, et qu'on règle les problèmes, non pas par la communication, mais par des actes. Les Mahorais au quotidien, encore pas plus tard que tout à l'heure, je discutais avec, pour parler mais je discutais avec, je suis allé rendre visite à un malade qui a été opéré récemment, et qui m'a raconté tous les péripéties qu'il a vécues, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes qu'on entend tout le temps de ce qui se passe au CHM. Les médecins qui n'ont pas le temps de traiter les gens parce qu'il y a des urgences qui arrivent en quoi ça. Les mêmes difficultés dans les écoles où il y a encore les rotations, il y a encore on a 80% sans doute des élèves qui sont là-bas qui sont étrangers. Les niveaux, on tire le niveau vers le bas alors que c'est pas ce qu'on attendait de l'école de la République. Alors que faut-il faire du gouvernement? Il faut un discours de fermeté envers un État despotique, envers un État qui ne reconnaît rien de la démocratie. Il faut un discours de fermeté. On ne peut pas, quoi, selon vous? Eh bien là, il y a des gens qui sont payés pour cela. Il y a un président de la République qui perçoit des indemnités. Il était parfaitement à l'aise par rapport à cela. Et donc, ils ont des conseillers qui doivent les conseiller par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que nous constatons, c'est que la tendance ou plutôt l'orientation qu'ils prennent actuellement, nous condamnons cette orientation-là, parce que cette orientation qui consiste à venir nous vendre que oui, bon, ils vont accorder plus d'entrées par rapport aux officiels, aux étudiants, ils vont les aider à les éduquer, faire la coopération, et puis que l'État comorien accepte d'arrêter ces gens chez eux, comment sa population chez elle, ils ne le feront pas. Et quand on sait en plus que l'autorité préfectorale s'acharne à régulariser massivement. Nous le disons parce que nous avons les chiffres. Massivement, les mercredis, il va falloir qu'ils communiquent sur les visas qu'ils délivrent. Les mercredis, c'est délivré à l'appel. Chaque semaine, il y a près de 800, selon les informations que nous avons, il y a près de 800 visas qui sont délivrés.
sans compter les naturalisations qui se font. Selon vous, cet accord-cadre a permis d'ouvrir les vannes mais bien sûr, c'est un double discours, c'est un double langage que l'État mène. Au lieu de faire le discours de fermeté envers une nation belliqueuse qui se trouve à 60 km de nous, ils sont en train d'en faire des amis, alors qu'ils sont en train d'insulter la population mahoraise, ils sont en train d'insulter des Français qui habitent ici. Ce n'est pas admissible. Fatou Ibrahim, la ministre des Outre-mer, elle a consacré une large partie de sa matinée, tout au moins, à la lutte contre l'immigration clandestine, avec plusieurs séquences, et notamment l'annonce de cette nouvelle opération. On l'attendait, maintenant on y voit un petit peu plus clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez pu y jeter un œil rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, c'est à la hauteur des problématiques sur le territoire? Nous attendons de voir sur les actes encore, nous jugerons sur les actes. Pour l'instant, alors effectivement, il y a eu une reprise balbutiante des opérations de lutte contre l'immigration clandestine à terre. Il y a un peu plus d'agents de la PAF qu'on voit sur le territoire, mais nous attendons de voir, parce que de toute façon, nous avons toujours l'habitude de dire la réalité, elle est têtue. Elle est têtue, et cette réalité, c'est pas la ministre qui la vit, c'est nous-mêmes les Mahorais. Et donc nous la vivons dans les mosquées, nous la vivons dans les écoles, nous la vivons. Ça se verra. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a eu les mouvements à partir de 2016 contre l'immigration clandestine? Parce que tout simplement les Mahorais, la population qui vit ici, elle en a eu marre des cambriolages, elle en a eu marre de l'insécurité, elle en a eu marre. Nous, ça se voit. Dans la Barge, on n'entend que des immigrés. Quand on va à Mamoudzou, il n'y a que ça. Quand dans les villages, partout, dans les mosquées, il n'y a que ça. Et donc du coup, ça se verra. Et nous jugerons par les actes. Et nous savons que la réalité a cela de têtu, qu'elle revient toujours. Et comme c'est nous qui vivons ça, alors ce sera jugé. Parce qu'il ne sert à rien de sortir des beaux documents qui sont avec des beaux diagrammes, etc. La réalité, elle est têtue. Et elle nous dira si vrai ou faux, si réellement il y a eu des avancées par rapport à cette lutte contre l'immigration clandestine. Et surtout, par rapport à l'amélioration aussi du bien-être, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nous, les Mahorais, si nous réclamons... Par rapport à ça, Fatou Ibrahim, et on conclura avec cette question. La MOM est venue à plusieurs reprises à Mayotte. Il y a eu plusieurs plans qui ont été annoncés ces derniers mois. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a eu des efforts, qu'il y a eu des annonces, ou est-ce que, selon vous, c'est un feu de paille et c'est une illusion? Elle est venue à plusieurs reprises, elle a parlé, il y a eu plusieurs plans, il y a eu des choses quand même. Est-ce que vous admettez aujourd'hui que ça avance un peu ou pas du tout? Ça me permet de terminer mon propos tout à l'heure, que nous, ce que nous attendons en réalité, c'est que on prenne en compte le combat des Mahorais, qu'on prenne en compte l'amélioration du cadre de vie. Ça, c'est pas le cas pour vous aujourd'hui des Mahorais. Mais justement, sur le plan qu'elle a annoncé, plus de 400 millions consacrés aux constructions scolaires. Alors que ça a toujours été dit, les Mahorais n'ont pas besoin de plus d'écoles. Et ces écoles-là, elles servent aux étrangers. Il faut les rénover aujourd'hui. Oui, mais nous savons qu'ils veulent construire encore plus d'écoles. C'est ça leur objectif. Et quand elle l'a annoncé tout à l'heure dans votre reportage, nous allons tenir compte de l'amélioration de l'habitat pour les immigrés qui habitent ici en situation irrégulière. Mais c'est pas ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est d'améliorer le cadre de vie des Mahorais qui se sont battus pour avoir des conditions de vie meilleures. C'est certainement pas pour aller s'occuper de la situation de gens qui sont entrés illégalement sur le territoire. Donc, vraisemblablement, l'État reste sourd par rapport à la souffrance des Mahorais. Et ce n'est pas avec de la communication qu'ils la régleront. Et nous serons toujours là pour le redire à chaque fois. Ils régleront sans doute le problème le problème de l'habitat par rapport aux immigrés qui sont là. Ils régleront sans doute les problèmes par rapport à la scolarisation des immigrés, mais ils ne l'auront pas réglé pour autant pour les Mahorais. Et donc nous serons toujours là pour leur dire tant qu'ils ne nous auront pas fait disparaître. Merci beaucoup, Fatou Ibrahim, d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Et comme évoqué précédemment, la ministre des Outre-mer est accompagnée par Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement. Au programme de cette journée, pas moins de 6 séquences, avec notamment une visite dans les locaux de l'ACFAV, l'occasion d'aborder une problématique d'actualité, la hausse des violences intrafamiliales à Mayotte. Alors comment cette visite s'est-elle déroulée? Quelle était la suite du programme de la secrétaire d'État? Un reportage signé Marion Tellier. Si sur l'île, la délinquance connaît une baisse générale de 1,3% depuis le 1er janvier, les violences intrafamiliales ont quant à elles augmenté de plus de 63% entre l'année 2018 et l'année 2019. Un chiffre qui s'explique aussi en partie par une libération de la parole de la part des femmes. Elles sont en effet plus nombreuses à témoigner. L'année dernière, près de 110 d'entre elles frappèrent à la porte de l'ACFAV pour une demande d'information et d'accompagnement. À l'ACFAV, nous, notre objectif, c'est quand même que ces violences soient
de plus en plus dénoncées pour qu'on puisse les travailler. Ça passe par différentes phases chez nous. Donc il y a des actions de sensibilisation auprès des partenaires, auprès du grand public et le travail qui est fait tout au long de l'année qui fait que ces femmes viennent à nous beaucoup plus que ces hommes aussi, parce qu'il y a aussi des violences envers les hommes, que ces hommes viennent de plus en plus souvent à nous. Tibet Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en déplacement sur le territoire, s'est ce matin rendu à l'accueil du jour de l'ACFAV. Ce lieu était aujourd'hui le théâtre de rencontres et d'échanges entre les femmes victimes de violences, suivies par l'association et Madame Ndiaye. Des témoignages en huis clos pour protéger l'intimité de ces femmes. La secrétaire d'État était ensuite attendue à Bandrélé pour la visite de l'écomusée du sel, puis pour partager un repas avec la maire et des membres de la commune de Chirongui. L'objet de mon déplacement, c'est d'affirmer la présence de l'État aux côtés des Mahorais dans ce département qui est un département qui a évidemment toute son importance dans la République. L'association pour la condition féminine et d'aide aux victimes continue quant à elle de mener ses missions d'accompagnement. Depuis le début de l'année, plus de 770 personnes ont sollicité son aide. Elle compte désormais élargir son champ d'action en développant notamment son système de permanence décentralisé en gendarmerie. Aujourd'hui présent à Sadam, Samboro et Mzaouzia, ce dispositif devrait être étendu aux communes de Koungou, Dembéni et Petite Terre. Et social, toujours dans votre 19h, la rentrée scolaire et politique ne fait pas oublier la rentrée sociale. Comme toujours, les revendications restent nombreuses en la matière. En effet, l'application du Code du travail de droit commun prend du temps, notamment en ce qui concerne les conventions collectives. Présent sur notre plateau ce matin, le secrétaire général de la CGT-MA souhaite que le rythme s'accélère, sans quoi un mouvement de grève du privé pourrait voir le jour prochainement. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Coésie. J'appellerai le moment venu tous les salariés du secteur privé de Mayotte à ce qu'on se mobilise pour réparer ces conneries qu'ils ont subies depuis un certain temps. Ça sera d'ici la fin de l'année ou avant? Ça sera avant la fin de l'année, oui. D'accord. Ça sera avant la fin de l'année. Grève du privé avant la fin de l'année. On est en train de travailler sérieusement sur les conventions collectives, parce que quand on parle de conventions collectives, c'est là où on a les salaires, c'est là où on a les congés. Et en dehors des congés, normalement, c'est là où on a les formations qui sont prévues pour permettre aux salariés de progresser au niveau de leur carrière. C'est là où on a les conditions de départ à la retraite qui sont prévues. Donc c'est là où on a les mutuelles d'entreprise qui sont discutées et prises en compte. Donc tous ces éléments devraient mobiliser et réunir les syndicats et les salariés pour qu'on agisse ensemble. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le salon du tourisme qui approche à grands pas ou encore cet élu mahorais incarcéré à Majinga. Au montage, Leslie Vimenet. L'histoire a débuté le 3 août dernier lorsqu'un élu de Mayotte est parti pour quelques jours de vacances à Majinga. Arrivé à l'aéroport de Mayotte pour prendre son vol, il a été interpellé par des personnes originaires de Madagascar afin qu'il emmène une enveloppe contenant une grosse somme d'argent pour la remettre sur place à quelqu'un à l'aéroport. L'élu a alors gardé 8 000 € sur lui et mis l'enveloppe contenant le reste de l'argent dans sa valise avant qu'elle ne parte en soute. La réglementation n'autorise en effet pas de transporter plus d'argent en liquide. Une fois arrivé dans sa résidence à Majinga, des individus sont venus chercher l'argent que l'élu devait remettre. Il leur a alors remis les 8 000 € en cash, mais surprise, l'enveloppe contenant 17 000 € avait disparu. Une plainte a donc été déposée à son encontre le 5 août, soit à peine 2 jours après son arrivée. Les gendarmes se sont présentés sur les lieux de sa résidence de vacances. Il est actuellement en détention provisoire et son procès a débuté aujourd'hui. Comme le rappelle la RSOI, la nutrition et les liens entre l'alimentation, la santé et les activités physiques suscitent de plus en plus d'interventions de la part des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Ces politiques sont de plusieurs ordres. Politiques de santé, de sport, économique, agricole, environnementale, scolaire, mais aussi culturelle. À Mayotte cette année, la RSOI, la DAF, la politique de la ville et le conseil départemental se sont associés dans une démarche annuelle à travers la publication d'un appel à projet commun. Bien manger et bouger à Mayotte, alimentation, nutrition, sport, santé, bien-être. Au total en 2019, 20 projets portés par 18 structures ont été retenus pour un montant total subventionné de 285 758 €.
La diversité des acteurs communaux, associatifs, scolaires et la qualité des projets déposés font ainsi état d'une réelle dynamique qui s'installe sur le territoire autour de la thématique de la nutrition. L'opportunité de développer des projets innovants sur le département et de pérenniser ceux dont l'impact en santé publique est positif. Et la 8e édition du Salon du Tourisme aura lieu les 13 et 14 septembre prochains. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 août. Il vous reste donc 3 jours pour vous inscrire. Les dossiers sont à retirer au CDTM et sont également disponibles sur le site web mayottourisme.com. Cette année, le thème du salon est les 5 sens. Toutes les découvertes seront permises, aussi bien des activités sur terre, en mer ou dans les airs. C'est ce qu'indique en tout cas le comité du tourisme dans un communiqué. Les 13 et 14 septembre prochains, le salon sera réparti en plusieurs pôles, dont celui des destinations qui comprendra les différents territoires, à savoir le nord, le centre, le sud, la zone Mamoudzou ainsi que Petite Terre. Côté animation, plusieurs associations culturelles et artistes locaux seront au rendez-vous pour enchanter et faire voyager le public via de la musique, de la danse ou encore à travers de multiples spectacles. Un au revoir, mais pas un adieu pour clore cette édition. Après plus de 4 ans passés sur le territoire en qualité de président du tribunal, Laurent Sabatier va quitter Mayotte dans les prochains jours. L'occasion pour lui de revenir sur les évolutions qu'a connues le TGI au cours des dernières années. À l'aube de son départ, il est également revenu sur les procès qui l'ont marqué ou encore sur le rôle des cadis au sein du département. Le départ de l'homme fort du tribunal dans ce sujet avec au montage Leslie Vimenet. Cela fait plus de 4 ans que Laurent Sabatier a prêté serment au tribunal de Mamoudzou, un séjour long durant lequel les locaux ont connu une évolution capitale. Il est toujours le long de la route nationale à Kaweni, donc parfaitement situé, dans des locaux beaucoup plus spacieux et surtout qui bénéficient d'un préau d'accueil pour la population, pour les justiciables. Je trouve que c'était la première marque de respect due aux justiciables que nous accueillons quotidiennement. Désormais, tout le monde est d'accord pour se dire qu'il faut acheter, donc acheter sans doute le bâtiment existant et puis un terrain adjacent pour poursuivre la progression d'au moins un tiers de surface. Si le président du tribunal se félicite de cet agrandissement du bâtiment, il se réjouit aussi et surtout de l'augmentation des effectifs au niveau de la magistrature. Nous sommes passés ainsi en 4 ans et demi de 15 à 23 magistrats en créant un cabinet de juge d'instruction, en créant un poste supplémentaire de substitut. C'est l'une des rares juridictions de France qui non seulement gagne des effectifs puisque les postes vacants sont pourvus, mais qui en plus en crée. Laurent Sabatier a participé à des dizaines de jugements. Certains l'ont marqué plus que d'autres, à l'instar de l'affaire Roukia Soundi. Et vous savez très bien que dans cette affaire, il y avait des enjeux colossaux et je pense que le premier des enjeux, c'était de faire entendre à la population mahoraise qu'elle méritait une justice selon des standards nationaux, une justice parfaitement digne, un procès qui donne la parole à chacun, un procès à l'issue duquel une décision a été rendue, qui a été bien accueillie par tous, autant par ceux qui ont été condamnés que par les parties civiles. Je me souviens de beaucoup de respect dans le cadre des échanges et je sais que à l'époque vous aviez salué la bonne tenue du procès. En réalité, dans cette affaire, l'enjeu pour nous était le suivant, c'est rappeler que Mayotte est bien un état de droit et que ceux qui fautent doivent rendre des comptes devant les juridictions. En l'occurrence, notre décision a été donc frappée d'un appel. La chambre d'appel a confirmé la décision qui a été prise par les juges. Mayotte est un état de droit au sein duquel le conseil cadial a perdu ses compétences de jugement. Désormais, la justice ne peut être rendue que par des juges assermentés. Cependant, les cadis gardent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la société mahoraise. Souvenez-vous, lors de l'audience solennelle de ma propre installation, j'avais tendu la main aux cadis en leur disant qu'ils n'étaient plus des juges, qu'ils n'étaient plus des officiers d'état civil, qu'ils ne sont plus non plus des notaires, mais que par contre, ils étaient une autorité morale et religieuse importante sur ce territoire. Ils sont là depuis le XIIe siècle. Je leur fais parfaitement confiance pour être en capacité de jouer plusieurs rôles. Ils sont des éducateurs à part entière, c'est la raison pour laquelle ils ont d'ailleurs été rattachés au pôle de cohésion sociale du département. Ils sont des médiateurs en puissance, puisque compte tenu de l'autorité, ils l'ont démontré pendant les événements de 2011, ils l'ont encore démontré assez récemment, lors des événements de l'an dernier. Ils ont aussi, pour moi, un rôle fondamental de lutte contre la radicalisation éventuelle de l'islam sur ce territoire. C'est non sans un pincement au cœur que Laurent Sabatier assure qu'il va quitter Mayotte et sa chaleureuse population. Il a d'ailleurs annoncé qu'il souhaitait revenir un jour sur le territoire afin, pourquoi pas, d'occuper d'autres responsabilités. En attendant, il ne nous reste qu'à lui dire Kwaheri,
Monsieur le Président. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page complète d'actualité locale. Excellente soirée sur Coesie.